grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. to ami wayne le manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barka. Point de presse cet après-midi du procureur de la République. Il est relatif aux interpellations des journalistes et les 400 milliards évoqués par Tanja Mamadou. Zender et Maradi ont enregistré des pluies hier et aujourd'hui. Explication sur ce phénomène et la température des météorologues dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets. Isdor Banaba et Soumaïla Dandi. Examiner et adopter plusieurs projets de décrets entendus de communication et procéder à des nominations. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution, organisation et modalités de fonctionnement de l'inspection générale de la gouvernance administrative. À cet effet, le dit décret du 29 février 2013 a été revu afin de favoriser la gouvernance administrative. Le Conseil a aussi examiné et adopté le projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre le Niger et la Banque ouest africaine de développement à Bamako au Mali le 18 décembre 2013. Ces prêts d'un montant de 25 milliards portent sur un financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 70 km de voirie urbaine à Niamey. Les objectifs globaux visés par ce projet est d'améliorer le cadre de vie des populations et des conditions de transport dans la ville de Niamey, mais aussi de réduire le coût d'exploitation des véhicules d'environ 30% à partir de la première année de mise en service des voies. Le Conseil a également adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret du 31 mars 2013 portant création d'un guichet unique automobile au Niger. Il s'agit à travers ce décret de regrouper sur un même site sous douane les services concourant aux formalités administratives et techniques et à la délivrance de toutes pièces nécessaires à la mise en circulation d'un véhicule. Il s'agit également, à travers la création de ce dernier, de mettre en place une organisation efficace de coordination de services administratifs et privés intervenant dans le processus de mise en circulation des véhicules. Le projet de décret déclarant d'utilité publique le pont sur le fleuve Niger à Farié et ses voies d'accès a été adopté. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS, il est prévu des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Niger à Farié et de ses voies d'accès. Ces travaux sont financés par la Banque africaine de développement BAD dans le cadre de la route transsaharienne Algérie-Niger-Tchad avec des embranchements qui relient le Niger au Mali et au Burkina Faso à l'ouest, ce qui favorisera les échanges dans la sous-région, notamment le désenclavement de l'ouest nigérien. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. D'abord, celle du ministre de l'Urbanisation et du Logement. La première communication est relative au projet de contrat de construction. La première communication est relative au projet de contrat de construction de 1000 logements sociaux à Niamey dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société DB Immo. Et la deuxième porte sur l'éligibilité des infrastructures universitaires au régime de contrat de partenariat public-privé et d'autre part à la construction de 200 logements sociaux par le commissariat au programme Niamey-Yala. Le ministre des Sports
a lui évoqué l'organisation de la 35e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Cette fête nationale, régulièrement organisée depuis une trentaine d'années, constitue un facteur de cohésion et de consolidation de l'unité nationale. À cet égard, et conformément au caractère tournant de l'organisation des compétitions du sabre national, la région de Difa accueillera cette 35e édition du 7 au 16 mars 2014. Je le disais tantôt dans les titres, point de presse cet après-midi du procureur de la République. À travers cette sortie médiatique, le procureur apporte des éléments d'éclaircissement sur les multiples vagues d'interpellation des journalistes, mais aussi sur les démarches entreprises dans le cadre de l'affaire dite des 400 milliards évoquée par Tanja Mamadou. Suivons l'intervention de Moussa Wazir avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Je tenais à apporter quelques éclaircissements par rapport à 3 affaires. Les 2 premières affaires sont relatives à la liberté de presse. Et la dernière affaire a trait aux 400 milliards, l'affaire des 400 milliards comme on l'appelle. La loi qui porte régime de la liberté de presse. Cette loi-là, c'est l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010. En ce qui concerne la deuxième affaire, également relative à la liberté de presse, j'aimerais là également apporter quelques clarifications sur le sens que nous donnons à la détention préventive. Là, vraiment, c'est pour éclairer la lanterne des justiciables. Nous lisons tous la même chose. Et vous et nous et eux, nous lisons tous la même chose. En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais là où nous ne disons pas la même chose, parce que de l'autre côté, nous lisons tous la même chose, mais là où nous ne disons pas la même chose, c'est que le législateur ne s'est pas arrêté seulement là. Il a continué en disant que le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt. Et vous savez très bien que cette loi sur la liberté de presse a des connotations pénales. Et les lois pénales sont d'interprétation stricte. Ce qui est interdit au juge, c'est de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt. Donc, à contrario, le juge peut décerner un mandat de comparution. Pour ceux qui savent très bien, il y a des catégories, il y a des gradations, ou un mandat d'amener. Mais nous ne sommes pas là. Moi, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est de vous dire que la garde à vue, elle est permise. En ce qui concerne l'affaire dite des 400 milliards, vous savez très bien que c'était parti d'une rumeur. Une rumeur qui a fait son bout de chemin, laquelle rumeur a été relayée par les médias. Il y a eu des démentis de certaines voix autorisées. Les gardiens et les dépositaires des deniers publics sont sortis infirmer cette information-là, mais apparemment sans convaincre une frange de l'opinion publique. J'ai échangé quelques écrits avec l'avocat de M. Tanja Mamadou, qui semble se cramponner derrière l'inviolabilité et l'exemption de juridiction que la loi lui accorde. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que cette inviolabilité et cette exemption de juridiction ne jouent que si on vous reproche quelque chose. Parce que la loi, elle est claire. Elle dit que les anciens présidents de la République ne peuvent être entendus, mis en état d'arrestation, gardés à vue, sauf cas de flagrant délit. Donc ça veut dire que c'est quand on leur reproche quelque chose que cette immunité ou cette exemption ou cette inviolabilité vient jouer, s'opposer à ce que ces gens-là soient interrogés en réalité. Donc moi je n'avais pas cette compréhension. Pour moi,
rien n'est encore reproché. Nous cherchons d'abord, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, à lui faire préciser d'abord s'il est l'auteur de ces déclarations. Nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Nyanga Hawa, présidente d'honneur du groupement des Sœurs Iba Draman. Madame, bonsoir. Bonsoir. Madame, qu'est-ce que c'est que le groupement des Sœurs Iba Abdraman? Je vous remercie. Tout d'abord, nous tenons à remercier la télé Dunia qui nous donne l'occasion aujourd'hui d'être sur le plateau pour pouvoir nous exprimer et nous adresser à nos frères et sœurs en islam. Comme vous le savez, le groupement des Sœurs Iba Draman est une association à but non lucratif à caractère social que nous avons mis en place en octobre 2007. Donc ça fait exactement 5 ans que nous existons. Voilà, Madame, demain vous organisez la 6e édition de la journée de la femme et de l'enfant. Quels sont les objectifs visés par votre groupement? La journée du musée est une journée annuelle que nous organisons tous les ans. Nous serons justement à notre 6e édition, demain matin, plaise à Dieu. Donc c'est une cérémonie, c'est une journée éducative et récréative que nous organisons tous les ans à l'intention des femmes et des enfants. Le but de cette journée est de nous permettre de collecter un certain nombre de fonds qui nous permettront d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de la création effectivement de notre groupement. Madame, quelles sont en fait les réalisations faites à ce jour par votre groupement? Depuis sa création en 2008, comme je vous l'ai dit, le groupement des Sœurs Iba Draman a réalisé 10 puits. Le fonçage des puits constitue l'activité principale de notre groupement. Donc nous avons réalisé 10 puits, totalisant à peu près 418 mètres pour des habitants de l'ordre de 4350 personnes. Nous réalisons également des constructions de Makaranta et nous nous sommes fixés comme objectif à court terme de foncer au moins un puits tous les ans et à court et moyen terme de mettre en place des ateliers de couture, de construire des Makaranta pour nous permettre effectivement de procéder à l'insertion des femmes que je peux qualifier de démunies dans la société. Puisque l'un de nos objectifs est le soutien, l'entraide entre les femmes, l'assistance sociale en apportant notre appui et notre soutien aux femmes et aux enfants démunis. Et quelles sont les perspectives? En perspective, comme je l'ai dit, nous avons un certain nombre d'activités que nous réalisions. Ce que nous avons en perspective, c'est effectivement de foncer autant de nombre de puits que nous puissions. Mais ce qui nous handicape, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens financiers nécessaires qui vont nous permettre de mener à bien nos activités. C'est pour cela que nous avons un programme d'activités annuel. La journée de musée, comme je viens de vous le dire, est une journée annuelle. Nous avons des activités que nous menons. Nous organisons des séminaires tous les 2 mois au SNAD, toujours dans le souci de collecter des ressources. Nous élaborons quelques brochures que nous mettons à la disposition des frères et sœurs musulmans, toujours dans le souci de la quête de ressources. Nous avons également quelques bonnes volontés qui se manifestent et qui nous apportent leur appui aussi bien en nature qu'en numéraire pour nous permettre de mener à bien nos activités. Avez-vous un appel à faire, éventuellement un mot de fin? Oui, j'ai un appel à lancer. Je demande à l'ensemble des musulmans de se mobiliser, qu'ils soient au Niger ou à l'extérieur, pour nous appuyer dans nos activités, parce qu'aujourd'hui, nous sommes animés d'une bonne volonté. Nous avons beaucoup de courage, nous voulons aller de l'avant, mais ce qui nous handicape le plus, c'est, comme je l'avais dit tantôt, les ressources que nous collectons dans nos activités. Nous savons qu'il y a des gens qui ont les moyens, donc nous lançons un cri de cœur à ces gens pour leur demander de nous soutenir dans cette œuvre noble que nous avons entrepris malgré nos maigres moyens.
Aujourd'hui, l'eau, tout le monde le sait, c'est vital pour tout le monde. Et nous sommes tous interpellés en tant que musulmans pour nous mobiliser, conjuguer nos efforts et aller de l'avant pour porter notre secours et notre appui à nos frères qui sont en détresse. Parce que je ne vous dis pas, il y a des zones, quand vous les visitez, votre conscience vous interpelle en tant que musulman. Et je voulais lancer également un appel à l'ensemble de la population de Niamey, puisque pour l'instant, la journée musée est organisée uniquement à Niamey pour qu'ils soient nombreux demain pour nous permettre de faire cette collecte de fonds. Et nous lançons également un appel à l'ensemble des bonnes volontés qui sont nantis, qui viennent en aide à leurs frères musulmans qui sont en détresse. Voilà, et je voulais préciser que ces œuvres que nous faisons, ce sont des œuvres durables, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui sont intarissables. Quelqu'un qui produit de l'eau, qui donne de l'eau à son prochain, je crois qu'il a fait un acte noble. Et comme l'a dit un hadith authentique, le meilleur des créatures aux yeux de Dieu, c'est celle qui est le plus utile aux êtres qui sont à la charge de Dieu. Donc vraiment, nous espérons vous retrouver très nombreux demain au Musée national. Et au-delà du Musée national, après le Musée national, nous espérons vous rencontrer, nous espérons recevoir vos contributions, votre appui physique, moral, matériel et numéraire. Voilà ce que j'ai à lancer et je vous laisse notre contact. Nous sommes au 96 96 29 91 ou au 96 98 24 55. Voilà, nous remercions la télé Dounia pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur ce plateau ce soir. Merci. Merci madame. Je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur du groupement des sœurs Iba Abdourahmane. La suite de cette édition, le ministre des Transports a pris part en Mauritanie à une rencontre qui a réuni les ministres des Transports de la Mauritanie et du Mali. Objectif, réfléchir sur des mécanismes pouvant contribuer à faciliter les échanges commerciaux entre ces États. Le point avec nos confrères de la télévision mère Télésal. Cette rencontre, la première du genre qui a regroupé les ministres des Transports de la Mauritanie, du Mali et du Niger, est une initiative des présidents des pays respectifs. Elle a pour entre autres mission de dresser le chronogramme de la mise en œuvre d'une compagnie sous-régionale, d'identifier les mécanismes juridiques, institutionnels, techniques et financiers indispensables à la création et au fonctionnement de cette compagnie. Cet engagement des chefs d'État des pays membres de créer cet instrument sous-régional permettra de desservir les États membres, de renforcer la coopération afin de rapprocher les peuples et répondre aux attentes actuelles de la politique aérienne internationale, car, a dit le ministre de l'Équipement et des Transports de la Mauritanie, aucune compagnie africaine prise isolement ne pourra faire face aux grandes compagnies qui ont déjà le monopole du ciel africain. Le ministre des Transports, en compagnie des autres délégations, a visité le nouvel aéroport international de Nouakchott, où d'amples explications ont été données aux différentes délégations. Pour la première fois, moi je pense que c'est un modèle sur lequel l'Afrique peut compter. Nous sommes effectivement en train de voir, par rapport effectivement à la modernisation de l'aéroport international de Niamey, comment nous pouvons effectivement faire ça par BOT. Mais j'avoue que quand j'ai vu ce modèle, ça m'a beaucoup impressionné. En marge de cette cérémonie, le ministre Saleh Sédou a été reçu en audience par le président de la République islamique de Mauritanie. Depuis ce matin, nous sommes en réunion avec les experts pour voir les conditions par lesquelles nous allons prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre en place cette compagnie. J'avoue que nous avons des points de vue très complémentaires. Nous sommes tout à fait d'accord pour la mise en place de cette compagnie qui permettra effectivement non seulement au-delà de relations politiques bilatérales qui existent entre nos pays, de développer effectivement les activités commerciales. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et d'ici demain, Inch'Allah, nous allons effectivement décliner une feuille de route qui permettra effectivement le démarrage effectif de cette compagnie. Cette première réunion du comité ministériel ad hoc a été sanctionnée par une déclaration dite de Nouakchott relative à la création de la compagnie communautaire. Une déclaration qui a mis un accent particulier sur, entre autres,
la vision, les axes stratégiques, les actions urgentes proposées par les ministres. À ces points, il faut ajouter les actions à mener par la commission qui sera mise en place par les différents ministres. Et enfin, les mesures d'accompagnement, dont entre autres la dotation des systèmes de sécurité organisationnelle et juridique pour une existence pérenne de la compagnie, l'encouragement des offices de tourisme et chambres de commerce des pays membres à des actions concertées de type échange, foire, voyages culturels, etc. Hausse de température, pluie enregistrée à Zender et Maradi entre hier et aujourd'hui. À cet effet, nous avons approché un météorologue que je vous propose de suivre. Ces deux derniers jours, nous assistons à une hausse des températures. Surtout quand on se situe dans le centre du pays, à partir d'hier, avec le phénomène qu'on voit donc du nuage que vous voyez un peu partout et c'est au-dessus de vos têtes. Effectivement, ces nuages également jouent aussi un rôle, n'est-ce pas, de blocage de l'énergie une fois qu'il est dégagé et qu'il doit être radié, donc vers l'espace. S'il y a une bonne couverture neigeuse, effectivement, ça ramène une bonne partie de cette énergie vers le sol et ça contribue aussi à réchauffer donc, notre sol et donc l'air qui nous entoure. Il y a la pluie qu'on dit des moussons, donc, qui est liée au front tropical, qui est là où, n'est-ce pas, la masse d'air, la mousson donc, qui séjourne sur l'Atlantique Sud, n'est-ce pas, et à cause de certaines situations synoptiques, des contrastes thermiques, n'est-ce pas, et arrive sur nos latitudes, n'est-ce pas, et en amenant donc cette mousson, on a des pluies qui sont liées à la mousson. C'est ce qui se passe pendant l'hivernage, si vous voulez. Maintenant, pendant la période sèche, on a quand même des nuages que l'on observe, et même des fois des gouttes de pluie qui tombent. Et cela est lié à ce phénomène que l'on appelle le jet. Le jet, c'est un courant de vent, n'est-ce pas, assez fort, qui souffle en altitude. Ce jet se crée et il amène ensemble les vents qui viennent du nord et du sud, et ça crée, n'est-ce pas, une dépression en altitude qui généralement donne des nuages de façon générale du niveau moyen. Mais souvent qui ne précipitent pas, mais qui peuvent être amenés à précipiter même des quantités assez importantes. Donc, c'est ce que l'on appelle les pluies de mangue. En mission dans le canton de Dograwa, une de nos équipes, conduite par Issa Mustafa, a fait la découverte d'un mausolée. Il s'agit de celui de Cheikh Ibn Jibrila Oumar qui repose dans le village Arewa, dans la région de Tawa. Cheikh Ibn Jibrila Oumar fut en effet ce grand marabout qui a notamment enseigné le Cheikh Ousmane Danfodio. Les images. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. Autrement dit, kulli nafsi za'ikatil maut. Toute vie sur terre goûtera à la mort. Il y a de cela 250 ans d'histoire pour cette tombe que vous voyez. C'est là que repose Cheikh Ibn Jibrila Oumar, érudit en enseignement coranique, qui a enseigné d'ailleurs le Coran à Cheikh Ousmane Danfodio, figure emblématique qui a marqué le monde islamique dans les années 1800. Ce tombeau, qui se trouve dans le village de Arewa, dans la région de Tawa, a été doté d'un mur dans les années 80 par feu Seyni Koudji. Plusieurs missions ont ensuite visité cette tombe de Cheikh Ibn Jibrila Oumar de la part des différents chefs d'État qui se sont succédés, nous rapporte un des gardiens de ce lieu historique, culturel et spirituel. Cheikh Jibrilu bin Oumar, malamin Cheikh Ousmane Danfodio, shine ya karantar da Shehu Usmanu fassara ta Alƙur'ani Ardiya. Shi wannan bawan Allah da nan kwanci. Dan da yarzaka shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya ce yau abin da a gare shekara mutuwar Shehu Usmanu shekara da 200 da wani abu, amma shi kuma wanga yana gaba da mutuwar shi. Les marabouts de ce village, pour sauvegarder ce mausolée, appellent à la solidarité des autorités actuelles. Abin da muke kira yau dai alhamdulillah ku ne 'yan Nijar kuma mu ne 'yan Nijar
kun zaka nan inda muke arewa inda wannan kauye na ni na da son ni hakimi ne na arewa na da son a ce duk duniya ta ji shi wanga ban Allah da annan kenan kamar ɓoye na haiki tunda munan ƙauye ne to yau ina son a sa ko ina a ce dai gashi ma madalla mu jin daɗin mu kenan. La découverte de ce mausolée prouve encore la grande diversité culturelle islamique de notre pays. Pour la petite anecdote, les grands califes de la Mecque posent toujours la question aux Nigériens et aux Nigérians venus pour les rites du Hajj, est-ce qu'ils ont passé sur la tombe de Cheikh Ibn Jibril Oumar avant de venir sur les lieux saints de l'islam. Lancement hier au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey de la campagne Internet mobile 3G+, de Orange Niger. Objectif, permettre aux abonnés du géant de la téléphonie mobile Orange Niger de surfer à haut débit. Retrouvons Issa Mustafa pour le compte-rendu. Chers abonnés de Orange Niger, une bonne nouvelle désormais. L'Internet mobile 3G+, sur vos mobiles. Le lancement officiel de la caravane de ce nouveau produit inédit a été donné par le directeur général de Orange Niger, qui a ensuite fait le tour au niveau des différents stands pour s'enquérir de l'opérationnalité de ce produit qu'est Internet mobile à haut débit. Donc c'est une innovation pour deux raisons au moins. La première, c'est parce que Orange est le seul opérateur au Niger à disposer d'un accès très haut débit mobile, donc la 3G+. Et ensuite, la deuxième raison, c'est parce que c'est la première fois qu'un opérateur organise comme ça un centre dans Niamey, grandeur nature, pour faire de la pédagogie en direction des clients, des cibles et du public, de tous ceux qui sont intéressés finalement par le monde du numérique. Comment avoir la configuration sur son téléphone? Comment surtout effectuer l'opération? Une des techniciennes de ce stand nous édifie. Notre stand est là pour vous parler d'un appareil. Voici l'appareil qui est là-bas, c'est la Flybox. C'est un appareil Wi-Fi, via Wi-Fi, que vous pouvez partager la connexion à la maison, au bureau, avec les amis, avec un volume de 3 gigas à l'achat, valable durant un mois. C'est pour ceux qui utilisent la connexion. Chez les clients, on n'hésite pas à visiter les services de Orange Niger pour être au pas de l'économie numérique et rester en contact permanent avec les autres internautes. Bon, ma motivation, en avant la motivation d'Orange 3G, c'est que ça me permet d'avoir l'Internet et de naviguer sans problème, quoi. Et ça me permet de me connecter envers les camarades, quoi. Je suis venu faire pour télécharger des jeux et des applications aussi, des antivirus pour les phones. Bon, la connexion est rapide et efficace. Cette caravane de l'Internet mobile de Orange Niger va tourner plusieurs points stratégiques de la capitale pour que les abonnés profitent au maximum des 3G+ de Orange Niger. La vie change avec Orange, l'Internet aussi change avec Orange. Actualité dans nos régions, réunion des membres du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO dans la salle du Conseil régional de Dosso ce samedi 25 janvier avec pour objectif responsabiliser une femme par département de la région pour servir de coordinatrice des activités du réseau à Dosso. Compte rendu Seini Yaye. En cette matin de samedi, l'objectif de cette rencontre du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO était non seulement de sensibiliser les femmes par rapport à leur contribution pour asseoir une paix durable dans leur environnement, mais aussi responsabiliser certaines pour jouer un rôle de coordinatrice des activités du réseau dans leur entité. Cette rencontre qui a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, qui a d'ailleurs tenu à réitérer son soutien pour les actions du RESPECO. Nous avons pour objectif de placer des antennes au niveau des régions de notre pays. Et c'est dans ce cadre que nous sommes à Dosso. Dosso est la première région qui va accueillir une antenne nationale du RESPECO, donc réseau
Femmes, Paix et Sécurité dans l'espace CEDEAO. On a constaté que les femmes et les enfants sont un groupe vulnérable et qu'ils sont toujours victimes des conflits, des conséquences de conflits. C'est-à-dire quand il y a des conflits, c'est les femmes et les enfants qui en pâtissent. Donc c'est à partir de ce constat qu'il y a eu une résolution en 2000, une résolution des Nations Unies, et c'est cette résolution qu'on appelle 1325. En 2008, il y a eu une autre résolution, toujours du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour compléter la résolution 1325. Et ces deux résolutions, la 1325 et la 1820, vont dans le sens d'impliquer les femmes, et dans la prévention, et dans la gestion, et dans la résolution des conflits, ainsi que dans le maintien de la paix. C'est dans ce cadre que nous pensons sensibiliser, vulgariser la 1325 et la 1820, les deux résolutions, donc afin que nos décideurs impliquent davantage les femmes dans la prévention, la résolution des conflits. Précisons que le RESPECO sert d'organe de coordination pour les organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest dans le cadre des plans d'action de la CEDEAO sur la mise en œuvre des résolutions 325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque présent dans 15 pays d'Afrique. Enfin, la ministre de la Promotion de la Femme, en guise d'encouragement, a décerné un témoignage de satisfaction à Haja Memouna Medanda Jarmokoy. Recrutement et gestion des enseignants, quelle contribution pour le SNEB? C'est le thème du 6e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants de base ouvert à Zender hier matin. Précision avec Moussa Adamou Garba. C'est devant un parterre d'enseignants habillés aux couleurs du syndicat que s'est ouvert le 6e congrès ordinaire du SNEB. Cette cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation primaire et de la promotion des langues nationales. Pour la première fois, tous les secrétaires généraux des différentes coordinations régionales étaient présents à cette cérémonie. Après le mot de bienvenue du coordonnateur régional de Zender, plusieurs autres discours ont été prononcés, entre autres celle du maire central de Zender qui a rappelé le contexte dans lequel se tient le présent congrès, car Zender est confronté depuis quelque temps à une série de crises scolaires. C'est pour cette raison fondamentale que je vous demande, en tant que spécialiste du domaine, d'étudier sans complaisance ce phénomène nouveau et de faire des propositions qui trouveront le consentement de tous les acteurs. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je formule le vœu que des recommandations de qualité sortiront pour contribuer à l'amélioration du système éducatif du Niger. Sur ce, je prie Dieu, le clément, le miséricordieux, de vous assister pour la réussite de votre congrès ordinaire dans cette prestigieuse cité du Damagaram. Que la paix y règne. Pour le secrétaire général du SNEB, le thème retenu cette année cadre bien avec la situation de l'école nigérienne. Une situation qui nécessite des enseignants de qualité. Le thème de notre congrès est la détermination du SNEB d'œuvrer pour une éducation de qualité. Le recrutement des enseignants, leur gestion et leur formation sont des préoccupations réelles auxquelles les ministères en charge de l'éducation, en particulier le ministère de l'enseignement primaire, doit trouver des solutions. Nos travaux seront sanctionnés par des recommandations que nous allons vous transmettre. Notre souhait est de voir leur prise en compte pour que l'éducation, pour que l'école publique nigérienne puisse aller en avant. C'est le directeur du cabinet du ministère de l'Éducation primaire et de la promotion des langues nationales qui a officiellement ouvert les travaux de ce 6e congrès ordinaire de Zender. Votre congrès nous donne l'occasion de réitérer de vive voix nos félicitations aux enseignants qui sont les principaux acteurs de la promotion de l'école nigérienne. Sachant que 2014 est l'année de l'éducation, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a créé les conditions d'une meilleure réussite de cette année scolaire
en restant toujours ouvert au dialogue et en cherchant à trouver des solutions à vos légitimes revendications. Au vu de la mobilisation très importante des participants, des recommandations pertinentes seront faites dans le sens d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants du pays, conformément aux vœux des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République. Lancement hier matin dans l'amphithéâtre de l'Université de Maradi de la première édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'éducation de l'étudiant de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement. Une semaine placée sous le thème « Contribution de l'agroalimentaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger ». Compte rendu Aoussi Abdraman. Cette première édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement qui a pour thème « Contribution de l'agroalimentaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger » entre dans le cadre des activités des étudiants de la dite faculté. Des activités qui visent à créer un cadre d'échange entre étudiants et leurs encadreurs et entre eux et les membres de leur administration sur la brûlante question de la sécurité alimentaire dans notre pays. Dans le discours qu'il a prononcé, le délégué général des étudiants de la faculté d'agronomie a mis l'accent sur le rôle que doit jouer l'étudiant de la faculté d'agronomie pour l'atteinte de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Le choix de ce thème n'est pas fortuit car il intervient dans un contexte où le Niger s'est engagé dans une politique du développement agricole en général et de l'agroalimentaire en particulier pour une sécurité alimentaire durable. Au cours de cette semaine, plusieurs activités seront organisées, notamment des conférences, débats autour des thèmes fédérateurs, des visites guidées, des activités culturelles et sportives. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le doyen de la faculté d'agronomie de l'université de Maradi s'est appesanti sur l'historique de la création de la faculté avant d'exhorter tous les apprenants à la culture de l'excellence et de l'amour du travail en vue d'atteindre la réussite. Aux apprenantes et apprenants, je vous invite à bannir l'absentéisme, à cultiver l'esprit de l'excellence, à travailler davantage afin que vous et nous atteignions notre but commun, la réussite. Pour sa part, le vice-recteur a réitéré les efforts des plus hautes autorités de l'État à mettre en œuvre le programme de la Renaissance, dont l'initiative 3N, chère au président de la République. Il a en outre évoqué certains problèmes dont souffre la faculté dans le manque de terrain pour permettre l'installation de toutes les expérimentations en élevage, agronomie et arboriculture. Nous encourageons les équipes pédagogiques à des échanges fructueux pour permettre des collaborations avantageuses entre les facultés et l'UIT au profit des étudiants. Il s'agit pour nous, chers étudiants, d'allier les connaissances scientifiques à l'innovation technologique pour des réalisations concrètes à même d'alléger les souffrances des communautés rurales du Niger. D'ores et déjà, notre université a développé plus de 18 offres de formation dont les filières relevant de l'agroalimentaire, l'agronomie générale, l'environnement et la foresterie. Un exposé sur le thème précis a été présenté par Dr Gunga qui a mis les participants au parfum de certaines réalités et l'utilisation de certains termes tels sécurité alimentaire et autosuffisance ou encore l'agroalimentaire. Plusieurs produits finis relevant du secteur de l'agroalimentaire ont été exposés à la grande satisfaction du public. Toujours à Maradi, ouverture hier matin de la saison sportive des forces armées nigériennes au titre de la garnison de la région. Une saison sportive lancée par le gouverneur de la région de Maradi. Compte rendu Alzoum Saini Soumela et Abdelkader Ilyassou. Cette course à pied des forces de défense et de sécurité qui mène à la caserne militaire de la ville de Maradi rentre dans le cadre des activités de la saison sportive des forces armées nigériennes au titre de la garnison de Maradi. Une cérémonie 100% sportive dont le lancement a rassemblé les officiers, sous-officiers et hommes de rang des forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités politiques de la région de Maradi. Pour le chef de bataillon, la fonction militaire est indissociable avec le sport.
la lourde tâche qui nous incombe en tant que militaires nous impose d'être en forme. Quand on dit qu'un soldat est en forme, ça signifie qu'il possède toutes les qualités physiques, psychologiques au niveau nécessaire pour accomplir efficacement toutes ses missions. À ce niveau, l'entraînement physique et sportif se situe au centre des préoccupations opérationnelles des armées. Cet entraînement se matérialise à travers plusieurs rendez-vous sous forme de championnats militaires et de contrôle physique selon les spécificités des unités. Renforçons du coup la cohésion au sein des troupes pour une meilleure efficacité opérationnelle. Tout en ayant la certitude que l'année 2014 sera très riche en activités sportives, j'exhorterai tous les participants ici à pratiquer plus de sport pour un épanouissement intellectuel, physique, moral et social. Après cet appel du chef de bataillon, le tout nouveau gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, a donné le coup d'envoi d'un match de ballon militaire qui oppose les officiers en bleu et les hommes de rang en rouge des forces de défense et de sécurité. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au point de presse du procureur de la République. À travers ce point de presse, le procureur apporte des précisions sur les interpellations des journalistes, mais aussi sur l'affaire dite des 400 milliards de l'ancien président Tanja Mamadou. Bonne réception et au revoir. Je tenais à apporter quelques éclaircissements par rapport à 3 affaires. Les 2 premières affaires sont relatives à la liberté de presse. Et la dernière affaire a trait aux 400 milliards, l'affaire des 400 milliards comme on l'appelle. Mais avant d'arriver à ces propos-là, j'aimerais profiter de vos micros pour adresser mes félicitations aux agents chargés de la détection, de la répression des infractions et de l'application de la loi. Donc je pense en particulier aux agents des inspections générales, des inspections des services, de l'inspection générale d'État, de la CENTIF, de la Halcia, entre autres, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, ainsi que mes collaborateurs. Ils font un travail formidable, c'est-à-dire les enquêtes, mais qu'on ne peut pas apprécier tout de suite à sa juste valeur. Nous faisons des enquêtes. Or, vous savez, les enquêtes sont encadrées par la loi. D'abord, nous ne pouvons pas faire du tapage et du spectacle sur les enquêtes que nous menons. La loi l'a formellement interdit. Et ensuite, pour le succès même des investigations que nous faisons, pour assurer la sécurité de nos agents, pour assurer la sécurité des témoins et des victimes, et pour protéger la présomption d'innocence que la Constitution a garantie à toutes les personnes présumées innocentes, nous ne pouvons pas étaler sur la place publique les résultats de nos investigations. Ceci n'est pas possible. Donc c'est pour ça, souvent, on ne voit pas tout de suite ce que nous faisons. Mais vous pouvez vous approcher des services compétents au niveau du ministère de la Justice. Les statistiques sont à votre disposition, les statistiques sont publiques. Donc vous pouvez voir par infraction, par catégorie d'infraction et par sexe, par genre, ce que nous faisons. C'est public, les statistiques sont publiques. Donc je tiens vraiment à remercier ces collaborateurs-là et à leur dire que leur travail sera reconnu à sa juste valeur le moment venu. Maintenant, pour revenir à nos affaires, je disais que les 2 premières entrées sont relatives à la liberté de presse. La première, c'est l'affaire qui oppose le ministère public à votre confrère Dambaji. Vous savez très bien que le 14 janvier 2014,
la télévision Canal 3 a organisé un débat en Hausa. Au cours de ce débat-là, en tout cas, moi, j'ai retenu deux genres de propos. Les premiers propos, M. Dambaji disait qu'il y a une grande catégorie, une grande partie des Nigériens qui souhaitent la fin du régime, la chute du régime, et que certains seraient en train de prier pour qu'il y ait un renversement des institutions. Ces propos, vous conviendrez avec moi, ces propos sont blâmables. Mais la deuxième catégorie de propos, et ces propos, eux, ne sont pas seulement blâmables, ils sont répréhensibles, c'est là où il attribue, sans jamais avoir participé, un dialogue qu'il impute au président de la République avec une dame. D'après lui, ce dialogue aurait eu lieu à Damaské, entre le président de la République et une dame. Et le président de la République aurait promis à cette dame un puits. Nous savons très bien que ces propos ne sont absolument pas fondés. Mais nous allons lui permettre, nous allons lui donner l'occasion de faire la preuve de la véracité de ce qu'il affirme à l'occasion d'un procès public et contradictoire. Donc, et c'est pour ça que nous l'avons poursuivi du chef de diffamation envers le chef de l'État. Et cette infraction, elle est prévue et punie par les articles 49, 50, 51 et 61, deuxièmement, de la loi qui porte régime de la liberté de presse. Cette loi-là, c'est la loi, c'est l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010. En ce qui concerne la deuxième affaire, également relative à la liberté de presse, j'aimerais là également apporter quelques clarifications sur le sens que nous donnons à la détention préventive. Là, vraiment, c'est pour éclairer la lanterne des justiciables. Nous lisons tous la même chose. Et vous et nous et eux, nous lisons tous la même chose. En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais là où nous ne disons pas la même chose, parce que de l'autre côté, nous lisons tous la même chose, mais là où nous ne disons pas la même chose, c'est que le législateur ne s'est pas arrêté seulement là. Il a continué en disant que le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt. Et vous savez très bien que cette loi sur la liberté de presse a des connotations pénales. Et les lois pénales sont d'interprétation stricte. Ce qui est interdit au juge, c'est de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt. Donc, à contrario, le juge peut décerner un mandat de comparution, pour ceux qui savent très bien, il y a des catégories, il y a des gradations, ou un mandat d'amener. Mais nous ne sommes pas là. Moi, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est de vous dire que la garde à vue, elle est permise. Et la garde à vue, elle est tout à fait différente de la détention préventive. Ce n'est pas du tout le même régime. Et les gardes à vue qui ont été, les mesures de garde à vue qui ont été prises à l'encontre de certains journalistes l'ont été avec mon consentement. Et c'est moi qui ai ordonné leur prolongation, conformément à la loi. Les gardes à vue, les mesures de garde à vue sont prises par l'officier de police judiciaire dans deux cas. Premier cas, en cas de nécessité d'enquête. Et deuxième cas, s'il y a des indices graves et concordants, de nature à motiver l'inculpation de la personne mise en cause. Si ces deux conditions sont réunies, la garde à vue elle est tout à fait permise et elle est légale. Donc j'aimerais qu'il n'y ait pas d'amalgame à l'avenir pour vous dire que la garde à vue elle est bel et bien permise, elle est autorisée, elle n'est pas interdite. Et la garde à vue, ce n'est pas une sanction. C'est une mesure tout simplement pour l'honnêteté de l'enquête ou pour permettre en tout cas la réussite ou le succès des investigations. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire dite des 400 milliards, vous savez très bien que c'était parti d'une rumeur.
rumeur qui a fait son bout de chemin, laquelle rumeur a été relayée par les médias. Il y a eu des démentis de certaines voix autorisées. Les gardiens et les dépositaires des deniers publics sont sortis infirmer cette information-là, mais apparemment sans convaincre une frange de l'opinion publique. Moi, mon devoir, c'était de faire la lumière sur cette affaire-là, en raison d'abord de la personnalité de l'auteur présumé de cette affirmation et du montant important de la somme. Obligatoirement, on doit rechercher à vérifier ces faits-là. Donc, c'est pour cela que j'ai ordonné une enquête préliminaire, sans tambour ni trompette. L'enquête préliminaire, elle vise quoi? D'abord, il faut vérifier la paternité de ces déclarations qu'on a attribuées à l'ancien président de la République, Benjamin Momodu. Il faut s'assurer que ces propos sortent de sa bouche. Et ensuite vérifier la véracité également de l'information. Y a-t-il eu 400 milliards ou pas? Donc moi, c'était l'objectif que j'ai visé d'abord en ordonnant l'ouverture de cette enquête préliminaire. J'ai échangé quelques écrits avec l'avocat de M. Tanja Momodu, qui semble se cramponner derrière l'inviolabilité et l'exemption de juridiction que la loi lui accorde. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que cette inviolabilité et cette exemption de juridiction ne jouent que si on vous reproche quelque chose. Parce que la loi, elle est claire. Elle dit que les anciens présidents de la République ne peuvent être entendus, mis en état d'arrestation, gardés à vue, sauf cas de flagrant délit. Donc ça veut dire que c'est quand on leur reproche quelque chose que cette immunité ou cette exemption ou cette inviolabilité vient jouer, s'opposer à ce que ces gens-là soient interrogés en réalité. Donc moi je n'avais pas cette compréhension. Pour moi, rien n'est encore reproché. Nous cherchons d'abord, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, à lui faire préciser d'abord s'il est l'auteur de ces déclarations. Et ensuite, les 400 milliards ont-ils existé, oui ou non? Voilà l'objectif visé par cette enquête préliminaire.